Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, le magazine qui interroge la société numérique et part à la découverte du monde de l'innovation. Alors je vous propose de démarrer avec ce qui fait la une de l'actualité dans le mobile. On va évidemment parler des nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp qui s'imposent désormais à toute l'Europe. Nous allons aussi aborder évidemment le nouveau système d'exploitation de Google Android 12. Ce sera parmi les quelques sujets donc de la séquence mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. On en parle tout de suite dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, nous allons adresser le sujet de société, les violences conjugales. On va avoir en plateau le ministère de l'Intérieur et aussi des femmes très engagées dans la lutte contre les violences conjugales à travers aussi des outils numériques. Nous aurons notamment l'autrice du livre Tweeter ou mourir et la conceptrice d'un bracelet d'alerte pour porter secours aux victimes de violences conjugales. Voilà, ce sera notre sujet de talk. Et puis on retrouvera notre gentleman numérique bien pour apprendre à présenter ses salutations comme il se doit sur les réseaux sociaux, par mail et aussi à travers nos visioconférences. Et puis on conclura par une innovation qui pourrait demain nous faciliter la vie, je dirais, avec un standard qui semble s'imposer enfin dans la domotique. Mais donc tout de suite, place au mobile business. Alors dans la séquence mobile business, je vous l'ai dit, on va parler de WhatsApp, Android 12, aussi de Wear OS avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, chroniqueur hebdomadaire du secteur de la téléphonie, des apps et du web mobile. On va commencer avec cette question. Donc, faut-il accepter ces nouvelles CGU de WhatsApp, Jérôme? Bonjour d'abord. On rappelle que c'est ce samedi 15 mai que sont entrées en vigueur les nouvelles conditions générales d'utilisation de WhatsApp. Vous les voyez comment, ces nouvelles conditions? Plutôt comme une menace ou une opportunité? Alors, bonjour Delphine. Effectivement, on rappelle, après un faux départ en janvier et puis des mois de polémique, effectivement, c'est ce week-end, ce samedi, que Facebook a mis en œuvre les nouvelles conditions générales d'utilisation, les CGU de WhatsApp. Et cette transition, elle s'est faite finalement plutôt en douceur. Pour les mobinautes qui ont accepté ces nouvelles CGU, ils gardent le même WhatsApp qu'avant. Ça reste gratuit, contrairement à ce qu'on a pu lire. Et simplement, effectivement, il y aura une mutualisation des données avec le groupe Facebook qui prépare en fait une interopérabilité entre WhatsApp, Messenger et Instagram. Et pour les utilisateurs qui refusent ces CGU, WhatsApp n'est pas bloqué, mais effectivement, l'application sera prochainement proposée dans une version dégradée. Alors à quoi ressemble cette version dégradée? Alors en cas de refus de ces nouvelles CGU, les utilisateurs de WhatsApp pourront continuer de recevoir des messages ou des appels vocaux, mais ils ne pourront plus initier de nouvelles conversations avec leurs amis, initier de nouveaux messages avec eux. Et donc ça va évidemment réduire un peu l'attractivité de l'application. Facebook précise également que pour tous les comptes inactifs qui n'auraient pas accepté ces nouvelles CGU, ces comptes seront supprimés au bout de 120 jours. Est-on bien sûr que Facebook est dans son droit? Alors d'abord, on rappelle que WhatsApp, c'est un logiciel privé qui appartient à une entreprise privée, Facebook, et qui peut évidemment conditionner l'accès à son service à ses propres conditions générales d'utilisation. Alors néanmoins, en Allemagne, le commissaire à la protection des données et à la liberté d'information de Hambourg, c'est l'équivalent allemand de la CNIL, estime que ces nouvelles conditions, cette bascule, constitue une violation du RGPD, le règlement général pour la protection des données, et qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de consentement. On ne laisse pas le choix, soit on accepte, soit on s'en va. Mais cette pratique, en fait, elle est assimilable à ce qu'on connaît déjà en France, qu'on appelle les cookie walls, et ce que pratiquent depuis début avril quasiment tous les médias français en matière de gestion des cookies. Et il faut savoir que le Conseil d'État a donné raison à ces médias. Il a même tordu le bras un peu à la CNIL française. Donc c'est parfaitement légal pour les médias, et donc c'est évidemment parfaitement légal pour une messagerie. Alors on va parler aussi des professionnels. Qu'est-ce que ça change, ces nouvelles CGU, pour eux? Alors, ce sont des CGU qui vont strictement encadrer la relation entre les marques, dans WhatsApp Business, et les consommateurs. Il sera évidemment impossible de collecter des données sensibles, notamment des données bancaires, et Facebook sera très vigilant là-dessus. On aura aussi une demande très stricte en matière de gestion des consentements, et les marques ne pourront pas faire n'importe quoi. Il y a toujours une crainte du déploiement du spam sur ces plateformes. L'API WhatsApp Business va également s'ouvrir à de nouveaux secteurs. On pense aux pharmacies, au secteur médical qui vont pouvoir utiliser WhatsApp Business pour prendre des rendez-vous médicaux, mais il sera toujours interdit de vendre par exemple des médicaments. Et WhatsApp a de grandes ambitions pour le secteur public, et cette API WhatsApp Business va s'ouvrir à des segments comme la santé publique, on l'évoquait, le soutien à l'économie, la protection sociale ou la gestion des collectivités locales.
Alors, selon vous, si on devait résumer, est-ce que ces nouvelles CGU vous semblent acceptables? Alors, le secteur des messageries est très concurrentiel. On peut adopter d'autres logiciels américains, russes, chinois ou tout simplement se satisfaire de la messagerie proposée par nos opérateurs nationaux. Mais je pense qu'il faut éviter toute forme de démagogie et accepter l'idée qu'une messagerie gratuite doit être financée par la publicité ou des services marketing et qu'il est quand même légitime, qu'il n'y a rien de scandaleux à mettre en place ces nouvelles CGU. Donc oui, moi j'ai accepté ces nouvelles CGU sans trop sourciller. C'est pas plus grave que ce qu'on accepte sur Facebook. On est bien d'accord. C'est sensiblement la même chose. J'espère pouvoir utiliser WhatsApp demain pour prendre des rendez-vous médicaux, par exemple pour me vacciner contre le Covid. Et je crois sincèrement que ces plateformes seront centrales dans le monde d'après, un monde qui sera non seulement mobile first, mais aussi messaging first. Voilà, et c'est vraiment un choix de modèle économique plutôt, il faut faire. On enchaîne avec donc ces autres actus business du monde mobile. Près de 5 millions de mobinautes qui écoutent la radio sur mobile. Oui, c'est une étude Médiamétrie, Global Radio, qui nous dit que la radio est toujours utilisée par 40 millions de Français. C'est un média populaire, mais qu'il est finalement assez peu digitalisé. À peu près 8 millions de personnes sur des écrans digitaux écoutent la radio. Et parmi ces écrans digitaux, c'est le mobile qui est en tête. 5,7 millions de mobinautes écoutent la radio avec leur téléphone mobile, avec une croissance sensible, 270 000 auditeurs gagnés en un an. On précise aussi que les smart speakers sont de plus en plus populaires. Déjà plus d'1 million de personnes utilisent la radio avec ce type d'équipement, type Google Home ou Apple HomePod. Et c'est 260 000 auditeurs gagnés en l'espace d'un an. On a le taux aussi d'opt-in d'Apple désormais avec le nouveau système ATT. Il est de 51% en France. Et oui, c'est aussi de nouveaux chiffres qui ont été publiés par AppsFlyer, un spécialiste de la mobile attribution. Et donc, c'était un taux qui était évidemment très surveillé par le marché. Alors d'abord, AppsFlyer nous dit que le déploiement est relativement lent. Il y a seulement 17% des développeurs d'applications qui ont rendu leur application compatible avec ce nouveau système de gestion du consentement. Et seulement 14% des utilisateurs d'iOS qui ont migré vers iOS 14.5. Donc sur cette petite population qui est compatible avec ATT, et c'est celle-ci qu'il faut regarder. Évidemment, il ne faut pas regarder l'ensemble. Les taux de consentement sont au global de l'ordre de 40%, ce qui est plutôt correct, et même ils atteignent 51% en France, ce qui ferait paradoxalement notre pays un des plus ouverts à la publicité ciblée in-app. Bon, et Google, donc, qui a dévoilé Android 12 et veut s'associer à Samsung sur Wear OS. Effectivement, alors c'était la grande conférence développeurs de Google cette semaine, Google I.O. Alors il y a eu pas mal d'annonces dans l'intelligence artificielle, dans le search, mais on va retenir évidemment le lancement d'Android 12, la 12e itération du système d'exploitation mobile de Google, qui équipe aujourd'hui plus de 3 milliards de smartphones sur Terre. C'est probablement des logiciels les plus populaires au monde. Et Google tourne le dos au material design qu'ils avaient introduit en 2015 au profit d'un nouvel Android qu'on voit en image, qui va être plus coloré, plus arrondi, plus doux, et qui va également avoir une version de la Privacy Dashboard, donc une application pour gérer toutes les données personnelles et données de géolocalisation. Et également un partenariat avec Samsung qui va du coup abandonner son propre OS, Tizen, pour les objets connectés, au profit de Wear OS, la version wearable d'Android, qui équipera très probablement la prochaine génération de montres connectées du constructeur sud-coréen. Super, merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, pour toutes ces actus à la une du mobile. Alors c'est l'heure d'un tout autre sujet. Dans notre talk, on va parler des techs pour protéger les victimes de violences conjugales. Applis, bracelets, sites, plateformes, téléphones, réseaux sociaux. Aujourd'hui, il existe plusieurs outils numériques pour venir au secours des victimes de violences conjugales. On en parle dans ce talk avec Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, avec Laura Rapp, victime de violences conjugales et l'autrice de Tweeter ou mourir aux éditions Michalon. Et on en parle également avec Ludivine Romary qui est en visio avec nous, fondatrice de My Ellie, un bijou connecté qui permet d'alerter en un clic ses contacts de secours en cas de danger. On va démarrer ensemble, Camille Chaise. Merci beaucoup d'accepter ce débat. Je voulais déjà savoir quels sont les chiffres aujourd'hui de la violence conjugale en France.
Alors ces chiffres sont extrêmement importants. C'est pour les services de police et de gendarmerie une priorité absolue que de lutter contre les violences conjugales. L'année dernière, le ministère de la Justice a recensé 90 féminicides, donc 90 femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint, ex-conjoint, mari. C'est énorme, il y en avait près de 150 l'année qui précédait. On enregistre chaque année à peu près 230 000 procédures judiciaires pour des violences contre les femmes par leur partenaire, ex-partenaire, qu'il s'agisse de viol, d'agression sexuelle. Donc c'est un phénomène très important de ces violences intrafamiliales, violences contre les femmes, violences contre les enfants, et c'est pour nous une grande priorité. Vous avez le sentiment, Laura Rapp, que les choses se sont aggravées ? Moi, je trouve qu'avec le Covid, on voit que les violences ont augmenté. Moi, j'ai de plus en plus d'appels à l'aide de victimes de violences conjugales sur les réseaux sociaux. C'est vrai que depuis 2 ans, depuis que j'ai tweeté, forcément, on a vu qu'il y a de plus en plus de victimes qui trouvaient de l'aide sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, face à une impasse par rapport à la justice. Et ça m'inquiète vraiment. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est les violences faites aux enfants. Les enfants co-victimes de violences conjugales, j'ai l'impression que c'est les grands oubliés de la République, et ça m'inquiète. Ludivine Romary, j'ai parlé de votre dispositif en vous présentant. Alors, je le porte en ce moment même. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Donc, c'est un joli bracelet, je dois dire. C'est un beau bijou, mais qui a la particularité, en fait, d'avoir un dispositif ici. Et quand j'appuie, ça crée une alerte, c'est bien ça ? Exactement. On a voulu créer un bijou sécuritaire, mais qui reste un bijou. L'objectif et le cahier des charges étaient très clairs dès le départ, c'était se fondre dans le quotidien des femmes, tout en leur apportant sécurité. Quotidien des femmes, des hommes et des enfants également, parce qu'il y aura diverses collections. Et ce bijou, il fait quoi ? Donc ce bijou, il est connecté en Bluetooth avec votre téléphone mobile, votre smartphone. Lorsque vous êtes dans une situation de danger, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit dôme noir que vous voyez à l'écran et d'envoyer votre position GPS ainsi que votre suivi GPS à vos contacts de secours qui sont préalablement enregistrés dans votre application mobile Myeli et qui sont personnalisables à tout moment. De ce fait, de ce clic déclenche 2 solutions. La première, l'alarme sonore pour repousser l'agresseur et ou l'enregistrement audio pour capter la situation d'agression. Bien entendu, ces fonctionnalités sont totalement personnalisables. Et puis un deuxième clic qui pour moi était très important aujourd'hui, comme vous l'avez dit, des objets connectés, sécuritaires, applications mobiles et j'en passe. Il en existe beaucoup, mais peu d'entre elles rassurent également ses proches. Et c'était très important pour moi d'avoir ce double clic qui puisse rassurer ses proches avec ce fameux SMS « Home Safe, je suis bien rentrée chez moi ». Donc un clic, je sécurise et j'alerte mes contacts de secours en cas de danger qui peuvent appeler les autorités compétentes pour moi. Et 2 clics, je rassure mes proches. Alors ça me fait penser d'ailleurs au dispositif qu'avait mis en place Facebook au moment des attentats pour signaler qu'on était en sécurité. Ça, du côté du ministère de l'Intérieur, on voit ces nouveaux outils numériques arriver. Comment est-ce qu'on s'en empare ? Est-ce qu'on en crée aussi de votre côté ? Alors nous, historiquement, la lutte contre les violences faites aux femmes, elle nécessite beaucoup d'humanité, d'écoute, et donc les mécanismes mis en place, c'est surtout traditionnellement l'accueil en commissariat, en brigade de gendarmerie, le lien avec les associations, donc c'est plutôt du présentiel, de l'accueil physique. Parce qu'il faut préciser on est vraiment à que l'écoute des nouvelles technologies. Quand on porte plainte, on va au commissariat. Quand on porte plainte, on va au commissariat. Il y a des dispositifs de pré-plainte en ligne qui sont en train de se mettre en place, mais pas pour les violences conjugales, pour les violences faites aux femmes et aux enfants, parce que c'est des délits ou des crimes extrêmement graves. Donc là, on est reçu par un officier de police judiciaire pour réaliser le procès-verbal. Donc historiquement, on est plutôt sur de l'accueil physique. En revanche, on est très attentif aux nouvelles technologies et nous aussi, on met en place des dispositifs, alors qui sont moins élaborés que celui que Ludivine vient de nous présenter. Mais par exemple, on a ouvert fin 2018 un système de
chat qui fonctionne 24 heures sur 24. Ça s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Et il y a une cinquantaine de policiers et de gendarmes derrière l'ordinateur qui sont sur le chat et qui répondent aux questions des femmes, mais aussi des témoins de violences conjugales et qui conseillent comment on caractérise, est-ce qu'il faut aller déposer plainte, comment aussi on fait le lien avec les associations, comment même on va jusqu'à prendre un rendez-vous pour la victime au commissariat pour aller déposer plainte, parce qu'on sait que c'est le cap difficile à franchir pour les victimes d'aller franchir la porte du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Donc tout ça, c'est possible sur ce chat. Il y a environ 1500, même un peu plus de chats par mois qui sont comme ça réalisés avec, une fois de plus, 50 policiers et gendarmes derrière qui donnent tous ces conseils juridiques. Il y a aussi des psychologues pour aider à la libération de la parole. C'est anonyme, donc ça aide aussi des fois des personnes à exprimer des choses qu'on ne ferait peut-être pas au téléphone, qu'on ne ferait peut-être pas en réalité dans un commissariat. Donc c'est un dispositif qu'on a mis en place. Et puis un autre peut-être qui est important, puisqu'on parlait de l'alerte, depuis le début du confinement, effectivement, parce que nous aussi, ça nous a beaucoup inquiété, ces femmes qui étaient enfermées avec un conjoint potentiellement violent. C'est le 114. C'est un système où on peut envoyer un texto quand on peut pas parler, quand on est en danger immédiat. C'est comme le 17 police secours où on est au téléphone, mais là c'est par texto. Donc c'est le 114. On peut dire ce qui se passe. Au départ c'était un numéro pour les malentendants et les personnes atteintes de surdité, mais ça a été ouvert aux femmes victimes de violences conjugales. Donc on peut dire ce qui se passe et ça déclenche l'envoi de la police ou de la gendarmerie. Laura Rapp, ce cap de la plainte qu'on va porter au commissariat, il est vraiment difficile à passer ? Je confirme, il faut avoir un courage immense pour déposer une plainte contre son conjoint ou ex-conjoint, et encore plus quand c'est le père de votre enfant. C'est très difficile. Bon, déjà, il y a les mécanismes d'emprise, de contrôle, la honte, la culpabilité, la peur aussi des représailles. Est-ce que c'est plus facile d'envoyer un tweet, justement ? Alors moi, avant mon tweet, j'avais déposé plainte. J'avais quand même fait le parcours. Alors c'est vrai qu'on en est arrivé au cap de non-retour. On était sur une tentative de meurtre. Sans l'intervention des voisins, je serais morte cette nuit-là. Mon ex-conjoint était incarcéré. Il a été libéré 10 mois après en attente de son procès avec un simple contrôle judiciaire. Donc à l'époque, le bracelet anti-rapprochement n'existait pas. Et il n'a pas eu de bracelet électronique. Et là, ça a été un deuxième cauchemar qui a commencé. Il a enfreint à plusieurs reprises son contrôle judiciaire. On a prévenu avec mon avocate la juge d'instruction. J'ai prévenu la police voulait me protéger, mais il n'a pas été remis en détention provisoire et j'avais peur pour ma vie, j'avais peur pour celle de ma fille. J'avais demandé un téléphone grave danger, je ne l'ai pas eu, je n'avais pas eu de retour. Je ne sais pas. À l'époque, on ne pouvait passer que par une association. Donc, cette personne m'a dit qu'elle allait plaider ma cause auprès du procureur. J'ai jamais eu de nouvelles. Et quand j'ai fait mon tweet, cette personne m'a recontacté forcément par rapport à la médiatisation. Et quand j'ai insisté pour savoir pourquoi je n'avais pas eu ce téléphone, elle m'a dit qu'en fait, le procureur n'était pas au courant. Elle n'y avait pas été. Voilà. Qu'il y avait des milliers de femmes qui étaient sauvées chaque jour par des associations, et à côté de moi, il y avait des dossiers qui étaient oubliés. Donc c'est très violent, et du coup... Ce que vous dites, c'est Twitter est devenu mon seul recours pour être entendu. J'ai tout fait. J'ai contacté la juge d'instruction, j'ai engagé un détective privé pour dire que la maison où il vivait n'était pas là. C'était le travail de la juge d'instruction, des gendarmes de vérifier où il vivait. J'ai dépensé 2 000 € de ma poche. On a donné un rapport à la juge d'instruction. Il y a eu un silence total. Moi, j'ai fait confiance à l'association quand on m'a dit qu'on allait voir le procureur. Donc, je me suis dit, finalement, on ne revient pas vers moi. C'est plus un peu de la lâcheté. Il a dû dire non. En fait, le procureur n'était tout simplement pas prévenu. J'ai supplié les policiers. Mon père était en pleurs au commissariat. Donc, eux, ils voulaient me protéger, mais ça ne pouvait être que l'ordre de la juge d'instruction qui ne donnait pas l'ordre. L'école maternelle de ma fille était en alerte quand même avec la photo de mon ex-conjoint. Personne ne faisait rien. Donc, j'ai cherché de l'aide sur les réseaux sociaux et j'ai eu la chance de rencontrer une femme en or qui m'a dit je vais t'aider à aller sur Twitter. C'est comme ça qu'on fait pour interpeller les médias et les politiques. Et en fait, c'était une bouteille à la mer. J'ai pas pensé aux conséquences ou à faire la une des médias. Je voulais juste qu'une personne m'aide. J'avais demandé de l'aide d'un député, Aurélien Pradier, qui a été bienveillant, qui a été choqué, qui a fait ce qu'il a pu à son niveau. Et là, quand j'ai lancé une bouteille de SOS, il y a une chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Et une semaine après, mon ex-conjoint a été remis en détention provisoire pour toutes les infractions qu'on dénonce avec mon avocate. Donc Twitter a sauvé la vie. Et je remercie chaque personne qui a tweeté et les médias. Ils m'ont sauvé la vie.
Alors c'est une parole très très troublante là qu'on entend. Comment est-ce qu'on en arrive à cette situation? Alors ce téléphone grand danger, on peut peut-être déjà le présenter? Oui, alors le téléphone grave danger, ça existe depuis 2014, donc c'est un dispositif un peu ancien maintenant. C'est un téléphone qui est remis dans certaines circonstances aux femmes victimes et ça permet d'alerter d'abord une société de téléassistance et dans un deuxième temps les forces de l'ordre dans les cas d'urgence absolue. Et ça implique pour la police et la gendarmerie environ 400 interventions en urgence par an, donc c'est un dispositif qui fonctionne. Et depuis peu, on l'a complété depuis le début d'année par quelque chose qui s'appelle le bracelet anti-rapprochement, qui est un dispositif technologiquement beaucoup plus avancé, beaucoup plus perfectionné. C'est un dispositif de géolocalisation en fait du conjoint, ex-conjoint violent. Le juge décide d'une limite vers laquelle il ne peut pas approcher la victime et quand il s'en rapproche de façon analogue, ça téléphone d'abord à la société d'assistance qui lui dit de rebrousser son chemin, qu'il va s'approcher de sa victime, qui le prévient. Et s'il ne rebrousse pas chemin, à ce moment-là, c'est les forces de l'ordre qui interviennent avec deux temps. D'abord, la mise à l'abri de la victime. Pour nous, c'est ça la priorité absolue, mettre à l'abri la victime. Et dans un deuxième temps, interpeller l'auteur. Donc ce bracelet anti-rapprochement, c'est le début. Il y a eu des tests en fin d'année dernière. Ça fonctionne bien. Dans plusieurs cours d'appel, il a été testé. Ça veut dire aussi que les victimes ne doivent pas entrer dans ces zones. Voilà, alors c'est toujours l'équilibre qu'il faut trouver entre la vie privée, le respect de la dignité de la personne aussi, la réinsertion sociale des auteurs qui est pris en compte par les juges. Donc c'est pour ça que tout se fait sous le contrôle du juge, avec, dans certaines circonstances aussi, l'accord bien sûr de la victime. Donc tout ça est encadré et c'est le début, mais les premiers résultats sont très encourageants. Et donc ça, c'est un outil technologique effectivement développé par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Et on espère effectivement que beaucoup de victimes pourront bénéficier de ce dispositif pour avoir une charge mentale qui diminue, parce que c'est une pression énorme au quotidien sur les victimes d'avoir peur constamment que le conjoint, ex-conjoint se rapproche et mette en danger leur vie. Alors c'est aussi ce qui est le moteur de l'innovation proposée par Ludivine Romary, c'est vraiment de rassurer aussi les victimes de violences conjugales en leur donnant un outil qui leur permet de donner l'alerte. Ça veut dire que là, elles ont davantage la main, mais en revanche, quel est le niveau de sécurité attendu finalement d'un bracelet comme celui-ci ? Donc le bijou connecté Maëlie, le but c'est que lorsque donc la personne est dans l'incapacité de prévenir les autorités compétentes, que ce soit les contacts de secours qui reçoivent l'alerte, contacts de secours qui peuvent être à des zones géographiquement lointaines, mais également proches, d'où l'intérêt aussi de personnaliser ces contacts de secours. Donc nous, on déploiera un système de notification. Alors attention, pas une notification par jour. Je suis la première à qui ça énerve de recevoir trop de notifications, mais pour faire penser à l'utilisatrice, l'utilisateur, de personnaliser ses contacts, et le but étant que le contact de secours appelle les autorités compétentes pour elle. Et pourquoi pas directement vous connecter justement au service de secours, Ludivine ? Parce que le processus est trop long. Je suis en contact avec un gendarme qui déploie lui-même une application mobile pour secourir et alerter. Alors là, c'est plutôt les autorités compétentes eux-mêmes pour les gendarmes qui sont en danger et ces policiers qui sont tous les jours sur le front et qui ont par exemple énormément de mal à récupérer leurs enfants à l'école sans être en danger permanent. Et on est en lien tous les deux, on va faire quelque chose ensemble, de manière à ce que nous, on puisse proposer la meilleure solution. Pourquoi on n'envoie pas directement cette alerte au 17 ? Parce que le temps que cette alerte soit dispatchée à la bonne agence, si je puis dire ça, de police municipale de là où vous êtes, le processus est long. Le but, c'était qu'on puisse prévenir 1 à 5 personnes, vos contacts de secours, qui puissent appeler peut-être 5 fois le 17. Le processus sera moins long, plus rapide, grâce à ces plusieurs personnes. Et surtout, il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui avec des applications mobiles qui existent pour porter secours à la personne directement sur place, et notamment un dispositif qui s'appelle Street Alert. Et le but aussi de ce dispositif-là, c'est de pouvoir aller secourir la personne sur un moment T, donc tout de suite. Et d'où l'importance de bien aussi personnaliser ces contacts
pour ensuite obtenir une aide, peut-être d'un ami, d'un voisin, qui va connaître votre trajet presque quotidien, parce qu'il connaît là où vous travaillez, ou il connaît vos endroits de sortie, par exemple. Et c'était très important de créer cette bulle sécuritaire autour de la personne en danger, plutôt que d'appeler directement le 17, parce qu'on n'est vraiment pas sûr du temps de déplacement d'une patrouille. Et ce lien aussi avec le gendarme avec qui je travaille, on va essayer de référencer aussi les polices municipales, pour que, au lieu d'envoyer un SMS disant « je suis en danger à telle position » et la personne, mon contact de secours, reçoit cette alerte, il recevra également le numéro de l'agence de police municipale, la plus proche de la personne en danger, pour éviter cette passerelle du 17 à la police municipale qui envoie cette fameuse patrouille. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des passerelles, des collaborations avec tout l'écosystème start-up. C'est un enjeu en fait d'interconnexion qui est là présent. Nous, on a un vaste projet de modernisation de nos centres d'information et de commandement, là où on reçoit les appels 17. Donc ça, c'est extrêmement important et ça doit être l'objectif d'interconnecter. Nous, en moyenne, le déclenchement d'une intervention de police, il faut 10 minutes pour que la police, la gendarmerie arrive à bon port. Et on sait que durant ces 10 minutes, il peut aussi se passer pour la femme violentée des choses catastrophiques. Donc je pense que ces deux dispositifs sont complémentaires. Peut-être des proches peuvent immédiatement intervenir, peut-être une police municipale qui sera à proximité et bien sûr la police et la gendarmerie avec ce délai moyen. C'est évident qu'une interconnexion renforcerait encore davantage le dispositif plutôt que d'avoir des dispositifs les uns à côté des autres. Laura Rapp, quand vous voyez ces nouveaux outils arriver, alors là on parle de bracelets, mais il y a aussi des sites, des plateformes qui permettent de mémoriser des photos de soi, par exemple, pour apporter des preuves au tribunal des violences consécutives. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vous dites, enfin, il se passe des choses? Oui, on peut dire ça. Enfin, il se passe quelque chose. Alors, je trouve toutes les idées sont toujours intéressantes à voir. Après, moi, la seule chose, c'est que je ne veux pas qu'on multiplie, si vous voulez, des technologies et que derrière, en fait, on en oublie la justice. C'est tout. Parce que là, on dit que le bracelet serait peut-être plus rapide de contacter un proche que le 17. Je rappelle que de nombreuses violences, en fait, se font la nuit, tard le soir. Si aujourd'hui, j'ai mon conjoint qui m'agresse à 1h du matin, peut-être que mon père sera en train de dormir, peut-être que mes amis seront aussi en train de dormir. Donc, normalement, si j'appelle le 17, excusez-moi, 24 heures sur 24, ils sont censés intervenir. Tout l'intérêt de l'interconnexion. Donc là, ça laisse quand même sous-entendre que le 17, finalement, excusez-moi, n'est pas réactif, en fait, quand on appelle. Donc, alors, je ne dis pas qu'il peut y avoir... Normalement, ils sont quand même censés intervenir rapidement. Donc, c'est juste ça qui me laisse un petit peu perplexe. Il faut avoir vraiment une interconnexion. Après, je pense que ça peut quand même rassurer d'avoir le bracelet. Peut-être pour un enfant, mais après, faire attention. Ça peut pour donner le un peu de force morale aussi. Peut-être si vraiment la victime, la plainte, elle est classée sans suite, c'est vraiment, il se passe vraiment rien. C'est mieux d'avoir ça que rien du tout. Mais il faut faire attention dans les cas très graves. Je ne veux pas que ça remplace des outils comme c'est bon, on fait finalement des bracelets, on ne distribue pas le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave danger, et que la justice se repose sur cette technologie. Ouais. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut donner des moyens humains et financiers à la justice et également à la police et les gendarmeries. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, Ludivine Romary, ce bracelet, parce qu'on parle des enfants, il pourrait aussi être adapté aux enfants? Ah oui, bien entendu, c'était l'objectif de départ, même également pour les hommes, on a eu des demandes. On reste sur un domaine qui est la sécurité pour tous. Bien entendu, on a voulu proposer ce bijou connecté aux femmes parce que on est on va dire la cible la plus sujet à toutes ces violences. Mais les enfants, pourquoi les enfants? Typiquement parce qu'on peut rassurer son proche, ses parents, lorsqu'on est bien rentré de l'école. Ou, je vais vous donner un exemple, moi j'ai une petite sœur de 14 ans, elle commence ses premières sorties avec ses copines et ma mère va absolument savoir quand est-ce qu'elle est bien rentrée à la maison ou quand est-ce qu'elle est bien rendue à l'école. Et c'était aussi tout là l'intérêt de ce bijou connecté, c'était de pouvoir rassurer ses proches en double-cliquant sur le bijou et en ayant une deuxième action qui n'est pas non plus que axée sur l'insécurité. On veut aussi donner cette force, comme vous le disiez juste auparavant, à la personne qui le porte. On a voulu...
Ludivine, on on arrive pratiquement à la fin du débat et on a bien compris le principe. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Je voulais aussi qu'on parle des outils, des moyens que vous avez, vous, pour mener vos enquêtes, parce qu'effectivement, derrière, il faut qu'il se passe des choses en justice. Est-ce que les images qui sont tournées par les caméras de vidéosurveillance dans les rues, dans les transports en commun, peuvent valoir preuve devant un tribunal? Bien sûr, c'est même une preuve qui vient alourdir considérablement le dossier, ce qu'on appelle la vidéoprotection. Donc il y a des délais légaux, par contre, avant suppression de ces images. Donc dès que la femme dépose plainte au commissariat à la brigade de gendarmerie, un des premiers actes d'enquête pour les enquêteurs en charge du dossier, ça va être de bloquer ces images, par exemple dans les transports en commun, parce que c'est souvent une durée qui n'excède pas 8 jours. Donc il faut aller très vite en flagrance, donc en flagrant délit, pour bloquer ces images qui sont versées au dossier. Là, on voit les violences en direct qui ont été tournées avec l'agression de Marie Laguerre, oui, à la terrasse. C'est la vidéoprotection et c'est aussi toutes les photos que les femmes nous apportent, qu'ils sont prises. Ça a mobilisé les réseaux sociaux aussi. Ça sert l'enquête et ça mobilise les citoyens. Et c'est extrêmement important pour nous, cette participation citoyenne. Après, une des difficultés, c'est qu'il faut canaliser cet élan des citoyens, cette participation citoyenne. Il faut remettre, j'allais dire, tout dans l'ordre pour que la procédure judiciaire soit solide et qu'elle pèse au niveau de la justice. Parce que si tout est fait séparément ou pas dans les règles légales, ça ne fonctionne pas pour le dossier. C'est ce que la justice va regarder. Laura Rapp, juste, quel message vous avez voulu faire passer avec votre ouvrage? Qu'est-ce qu'on doit retenir de très important? Alors déjà, je voudrais adresser un message aux victimes, c'est de jamais abandonner, que c'est un long combat, déjà avant et pendant le dépôt de plainte, qu'on tombe, qu'on se relève, mais que c'est le propre de l'être humain et qu'il faut se battre. Et je voudrais aussi passer aussi un message d'espoir, qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. C'est difficile, mais qu'on peut y arriver. Et je finirai juste aussi un mot, parce que j'ai fait reconnaître ma fille victime. J'ai obtenu la déchéance des droits parentaux. Et je voulais vraiment aussi faire passer un message que sur les enfants co-victimes de violences conjugales, nos enfants sont le présent et le futur. Il est vraiment temps d'y penser et de les protéger. Merci beaucoup pour votre témoignage, Laura Rapp. Merci à Ludivine Romary aussi de nous avoir permis d'expliquer un peu ces nouveaux dispositifs qui arrivent. Et merci à Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, pour toutes vos explications très concrètes et très précises. Juste après, on va retrouver un aspirant gentleman pour quelques conseils pour bien se comporter dans le monde physique et numérique. Nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Cette fois, c'est pour notre rendez-vous avec Frédéric Rebet, qui est président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc, dans cette chronique, nous allons étudier quelle est la meilleure façon, je pourrais dire même la plus élégante, la plus smart, de saluer dans le monde numérique. Alors c'est une leçon pour tout aspirant gentleman ou lady, évidemment. Of course. Peut-être peut-on rappeler déjà pourquoi saluer est quelque chose de très important. Les salutations donnent le ton de la relation que vous avez avec les autres, qu'elles soient personnelles ou en groupe. Et on peut dire qu'on mesure la personnalité d'un gentleman à la manière dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Donc ça veut dire qu'on est dans un respect universel. Et dans le monde numérique dans lequel nous évoluons, eh bien, il est important de rappeler ces règles fondamentales parce qu'elles sont, je le rappelle, ce respect universel. Et alors comment concrètement on peut appliquer ce respect universel? Alors on va mobiliser deux qualités fondamentales qui sont l'attention portée aux autres et le discernement. Ça, vous en parlez souvent, de l'attention apportée aux autres. Voilà. Et donc, pour bien développer ces qualités et savoir comment aborder toutes les situations, en particulier celle des salutations, il faut être attentif, il faut observer et écouter. Ce qui est un peu votre métier, d'ailleurs. Alors, je vais essayer, d'ailleurs, on va essayer de donner un exemple très concret. J'ai dit en introduction qu'on allait parler, par exemple, de comment bien saluer ses pairs dans une visioconférence. Tout à fait. Alors, on est sur une... imaginons, par exemple, nous arrivons ensemble dans une visioconférence. Oui. On se présente devant la caméra et on constate qu'il y a déjà 3 ou 4 personnes qui sont présentes.
comment les saluer? On va dire qu'il y a 3 femmes et un homme. Moi, je dirais bonjour à tous. Fort bien. Et vous ne nous trompez pas en étant générique ainsi. Mais si vous voulez être plus précise et montrer une certaine considération, vous allez segmenter. Vous allez donc dire bonjour mesdames, bonjour monsieur. En signifiant le bonjour monsieur, vous l'isolez. Donc chacun comprend que vous avez identifié qui est là et que vous leur portez attention, respect et considération en notant ce petit découpage, si je puis dire. Effectivement, intéressant. Alors, autre question que je me pose, moi, c'est autour du mademoiselle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mademoiselle? Bonjour mademoiselle. Alors c'est un excellent cas, puisqu'on tente aujourd'hui, on l'a vu avec les différents mouvements dont on a pu parler, on essaye d'être au plus proche de la réalité et surtout on essaie de ne pas faire de discrimination, on essaie d'avoir un traitement égal. Donc mademoiselle, c'est un cas délicat puisque si on signifie le mademoiselle, c'est-à-dire qu'on va mettre légèrement à l'écart la personne en disant bah, vous êtes bien jeune, ou il y a une sorte de flatterie. Ou toujours pas marié. Voilà, exactement. C'est maladroit. Bah oui, et à l'inverse, si on fait un amalgame mesdames, certaines jeunes femmes pourraient en prendre ombrage. Là, la réponse, elle est simplement... C'est votre propre discernement, justement, cette qualité qui va faire que vous allez jauger à quel endroit. Je peux vous donner un petit exemple amusant. Très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai les cheveux un peu longs. Oui. Avec le masque, quand je pénètre dans un endroit, on va dire pratiquement dans 100% des cas, on me dit bonjour madame. Ce qui ne me gêne absolument pas. En revanche, pour m'en amuser, je corrige avec un ton légèrement courroucé. Je lui dis mademoiselle. Alors, venons-en à la question de la bise. Non pas la bise dans la vraie vie, d'ailleurs on ne peut plus aujourd'hui, mais les bises qu'on envoie par mail. C'est correct ça, d'envoyer ces bises par mail? Alors posez-vous la bonne question en préambule. Quand vous avez un mail, regardez qui est identifié dedans, enfin qui sont les destinataires, éventuellement les copies, et dites-vous, est-ce que dans la vie réelle, si ces personnes avec moi, est-ce que je les embrasserais? Pas sûr. Donc la bise est réservée plutôt au SMS qu'au mail, et plutôt dans une relation privée. Sinon, on est dans une familiarité qui est la limite des relations. Donc ça, c'est un bon truc. Si je fais la bise dans la vraie vie, je peux envoyer mes bises par mail. Un conseil de lecture, Frédéric Rebet? Il y a un livre de Frédéric Rouvillois qui s'appelle « Histoire de la politesse » de 1789 à nos jours. Alors pourquoi remonter dans l'histoire? Eh bien, ça nous permet de nous replacer. L'histoire évolue sans cesse, ça nous donne une souplesse. Dans le monde numérique, s'il n'y avait pas Pythagore, Pascal, Ada Lovelace et Alan Turing, par exemple, qui sont mes chouchous, pas de monde numérique. C'est vrai. Il y a un scientifique américain qui a cette phrase que j'adore, il dit « Pour faire une tarte aux pommes en ne partant de rien, il faut d'abord inventer l'univers. » Il faut toujours se replacer dans l'univers, et cet univers, il est en perpétuel mouvement. Donc le gentleman, la lady sont en permanence dans une évolution qu'il faut accepter. Alors on termine avec cette question sur la signature. Est-ce qu'il faut qu'on se crée notre propre signature? Parce qu'on ne va pas envoyer des salutations distinguées comme ça à tout le monde de la même façon. Oui, ce qui est important de bien garder, c'est votre espace entre l'automatisme, les choses qui sont automatiques, donc il n'y a pas de respect. Cordialement, voilà. Virgule. Et de ce qui est trop familier. C'est à vous de trouver votre équilibre. Là encore, à chaque fois, vous remettez, c'est une sorte de défi pour vous de le remettre. Alors après, vous pouvez personnaliser les signatures. Une fois que vous êtes, tant que vous êtes dans ce cadre de respect, de civilité entre les deux, vous trouvez votre propre ton. Ça peut être amusant. Regardez dans Star Trek, par exemple, les Vulcains, ils saluent avec... voilà, Ah, vous faites bien, Monsieur Spock. Mais oui, voilà. J'ai les oreilles un peu pointues. Et dans certaines coutumes, les Japonais se courbent. Les Indiens joignent les mots pour faire un namasté. Mieux encore, les Tibétains tirent la langue. Si vous vous souvenez de Tintin au Tibet, on tire la langue au capitaine Haddock. Moi, si on fait ça dans une visio, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Voilà, si on répond comme le capitaine Haddock, ça peut être compliqué. Merci beaucoup, Frédéric Rebet. Je rappelle que vous êtes président de l'agence Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. Je vous présente toutes mes sincères salutations. À très bientôt. À suivre, c'est notre séquence Et demain. Et si enfin un standard universel s'imposait dans la domotique? Dans
le monde de demain, on imagine toute la place que pourrait prendre la domotique, mais pour que tout cela fonctionne correctement, le secteur aurait besoin d'un bon standard, enfin vraiment universel pour l'interopérabilité entre les différents dispositifs et appareils. Et il semble que l'on s'en approche, Cécilia, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Delphine, parce qu'il s'agisse d'ampoules, de téléviseurs, de caméras de surveillance domestique ou alors du frigo, la cohabitation n'est pas toujours évidente entre ces objets connectés de domotique et puis les boîtiers de commande vocale qu'on utilise tous à la maison aujourd'hui. Mais bientôt fini la frontière des protocoles. Vous l'avez dit, tous les objets connectés pourront se regrouper sous un même label qui s'appelle Matter. C'est le label Matter, on en parle depuis quelques années sous le nom Chip. Maintenant, il s'appellera Matter. En fait, il est là pour favoriser le marché de la domotique. Il a été initié par Google, Amazon, Apple, Comcast et SmartThings, les leaders des plateformes de commande vocale, de boîtiers à commande vocale. Ils ont décidé finalement de s'unir pour standardiser, pour influencer dans le bon sens le marché. Mais c'est surtout, Matter, le fruit de l'alliance entre les constructeurs du monde entier d'objets connectés, comme Philips, Ikea, Legrand ou Huawei, et puis les grands acteurs de la gestion domotique, je l'ai dit tout à l'heure. En tout, plus de 350 organisations sont membres, de toute taille et de toutes catégories confondues, à travers 37 pays quand même. Tous se sont regroupés pour former ce qu'ils appellent la Connectivity Standard Alliance. Et puis le label, il va permettre à l'ensemble des appareils connectés donc de communiquer de façon universelle entre les différentes applications domotiques et surtout ces fameux boîtiers vocaux. Alors expliquez-nous sur quelle base repose ce nouveau standard. Alors c'est une approche open source. La norme Matter est mise à disposition des fabricants et plateformes qui pourront l'intégrer dès la conception de leurs produits. Pas la peine pour ça d'adhérer à la Connectivity Standard Alliance, c'est important de le préciser. Une norme commune pour simplifier le jumelage, la gestion et aussi la sécurité des différents appareils connectés à la maison, parce que si ce label prouve sa valeur, ce sera aussi un gage de qualité en termes de sécurité des objets connectés. Pour les objets qui sont déjà commercialisés, bien évidemment, il suffira d'une mise à jour, quand c'est possible, pour leur permettre d'arborer l'étendard de ce label-là. Et puis, la première version des spécifications du protocole, elle fonctionnera sur les technologies de réseau déjà existantes, Ethernet, Wi-Fi, Thread, et pour faciliter la mise en service, Bluetooth Low Energy. Eh bien, ça ressemble plutôt à une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Oui, il sera possible finalement de piloter n'importe quel appareil certifié Matter avec tous les assistants vocaux de notre choix. Concrètement, vous pourrez acheter des ampoules Philips, brancher votre frigo Samsung et commander tout ça avec une box, un boîtier Apple Home. Et alors ce label, donc il vous semble vraiment bien parti là ? Oui, il est bien parti parce que déjà, toutes les sociétés, celles qui ont rejoint l'Alliance Connectivity Standard Alliance, mais aussi celles qui n'y sont pas, ont commencé à envoyer des communiqués de presse pour dire « nous ». On va arborer l'étendard Matter, apposer ce logo Matter qui sera visible sur les objets qui auront décidé d'utiliser ce protocole en open source. Et donc d'ici entre septembre et décembre prochain, ça devrait être effectif pour énormément d'objets connectés déjà. Merci beaucoup Cécilia Sévry, c'est une annonce qui fait plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que vous aurez apprécié comme moi donc à la fois ces découvertes mais aussi ces débats de société avec cette question de la tech, comment peut-elle venir en secours, en support des questions de société. Je vous donne rendez-vous demain pour le vendredi, c'est la grande interview. En attendant, vous avez le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher chez nous.